Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Parlons du territoire, le journal d'info de l'Aglo Grand Lac sur Radio Grand Lac. Et oui, c'est tout de suite après cet hommage que l'on veut rendre aujourd'hui à la lionne, à Tina Turner qui nous a quitté hier, Radio Grand Lac, que s'associe bien sûr à tous les hommages donnés à cet immense artiste. Et bien, c'est tout de suite après cette chanson que nous nous retrouvons pour Parlons du territoire Grand Lac, en collaboration, en partenariat avec la communauté d'agglomération Grand Lac, 28 communes, 80 000 habitants, puisque c'est 75, mais c'est ce qu'on disait l'autre jour avec le président. Depuis le temps qu'on parle de 75 000, on doit bien être à 80 000 maintenant. Et donc, ce rendez-vous mensuel où aujourd'hui, je reçois la vice-présidente en charge de l'environnement, du climat, de la transition énergétique et du lac, Marie-Claire Barbier. Bonjour Marie-Claire Barbier, comment allez-vous ? Bonjour Jean-Pierre, je vais très bien et vous ? Écoutez, ça va très très bien aussi. C'est toujours un plaisir de recevoir une chauttagnarde. Vous avez quitté la Chautagne ce matin, vous avez longé le lac. Donc vous êtes sans doute une des plus heureuses du monde, puisque quand on passe sur cette route qui longe le lac, on est heureux d'être au bord de notre lac. C'est bien ça ? Oui, c'est sûr qu'on est sur un beau territoire, sur un territoire de Grand Lac où il n'y a pas que le lac d'ailleurs. On a aussi sur les coteaux des paysages merveilleux, donc qu'on passe par le haut ou par le bas, je crois que on profite de partout. Vous êtes maire de Chindrieux depuis déjà quelques semaines, comme on dit. Oui, c'est ça, depuis 2009. Depuis 2009, vous êtes maire de Chindrieux et vice-présidente du département en charge du développement durable, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'énergie et du climat. Vaste programme. Oui, et un programme qui finalement se croise parfaitement avec ma délégation à Grand Lac. À Grand Lac, puisque donc à Grand Lac, je répète, c'est l'environnement aussi, c'est le climat, c'est la transition énergétique et c'est le lac. Donc environnement, climat qui vont occuper une grande partie de nos discussions, de nos débats ce matin. Puis on parlera quand même beaucoup aussi de la candidature pour le titre de réserve de biosphère de l'UNESCO. Vous en parlerez, ça c'est un combat qui est mené à Grand Lac pour faire classer notre territoire, le lac du Bourget, son territoire autour, c'est ça ? Oui, l'agglomération Grand Lac, le territoire de Grand Lac. Alors on en parlera dans un deuxième temps. Si vous êtes d'accord, on va commencer avec toutes les actions, tous les points mis à l'ordre du jour par Grand Lac, par la communauté d'agglo, pour la transition écologique. Je crois que c'est important pour vous de parler de transition écologique et pas énergétique. En fait, oui, parce qu'on ne peut pas faire de transition énergétique sans penser au volet environnemental. L'un ne va pas sans l'autre. Si on n'y porte pas attention, on peut faire un peu le grand écart. Donc, il faut à chaque fois bien se resituer. La transition énergétique, elle est nécessaire. Il y a plusieurs enjeux sur cette question-là, que ce soit en matière de mobilité, en matière de isolation du bâti notamment, mais à chaque fois, production d'énergie renouvelable également, mais à chaque fois, il faut penser à l'intrusion sur le volet environnemental de toutes ces grandes décisions qu'on peut prendre. D'accord. Donc, transition écologique. Alors, il y a plusieurs actions concrètes qui sont menées au niveau de Grand Lac. La prime chaleur renouvelable, le critère de 32% d'énergie renouvelable dans les PLUI, le solaire, bien sûr, le photovoltaïque. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur toutes ces actions, Marie-Claire Barbier, vice-présidente de Grand Lac ? C'est vrai que depuis quelques années maintenant, on s'est mis en ordre de marche pour structurer nos actions qui finalement s'élargissent en termes de panorama. On n'est pas que sur de l'énergie renouvelable, sur du bâti. Il y a vraiment tellement à faire qu'on a fait le choix vraiment de se structurer sur un ensemble de soutien, d'accompagnement, que ce soit technique ou financier, et sur un ensemble de publics assez élargi également. Donc c'est toute la population qui est visée, quoi. C'est toute la population, que ce soit les particuliers, le monde de l'économie, les agriculteurs, les collectivités locales. Alors on a quand même structuré un peu tout ça.
C'est vrai que nos différentes aides, elles sont soit techniques, soit financières, soit les deux. Soit les deux, d'accord. Il y a quand même déjà un gros programme d'accompagnement de notre société, de l'agglomération Grand Lac au sens large. Un accompagnement technique qu'on retrouve notamment assez récemment auprès du monde économique, qui s'appelle le solaire pour les pros. Qui consiste finalement à accompagner techniquement et administrativement les professionnels qui souhaiteraient mettre en place des panneaux solaires, photovoltaïques sur leurs bâtiments, sur leur parking. Alors, certains savent faire et ont trouvé les filières pour y aller. Nous, ce qu'on souhaite, c'est aller vers ceux qui n'ont pas encore enclenché la démarche pour leur dire qu'on peut les accompagner à ce titre-là et ainsi, finalement, anticiper la loi d'accélération des énergies renouvelables qui, entre autres, va imposer une obligation de solariser les grands parkings. Donc, à un moment solariser donné, oui, c'est-à-dire mettre des ombrières solaires sur les parkings à partir d'une certaine superficie, etc. Donc, les parkings publics ou les parkings ou privés, des grands commerces, par exemple, des supermarchés, grandes surfaces. Exactement. D'accord. Donc tout ça, chacun s'y prépare et notre rôle, c'est d'aller vers ceux qui ont besoin d'un coup de main pour être. Et ça, c'est mené par Grand Lac. Alors, on a une démarche que l'on mène qui s'appelle le solaire pour les pros et qui nous permet de mettre à disposition les compétences de l'ASDER. D'accord, oui. Notre pôle énergie. Départementale, ça. Exactement, dont on a d'ailleurs déjà eu l'occasion de parler. Tout à fait, dans une précédente émission avec vous-même, Marie-Claire. Donc ça, c'est pour les professionnels. L'accompagnement technique, il se fait aussi du côté des communes. Nos communes de l'agglomération, puisque nous avons notamment financé une étude de faisabilité de photovoltaïque pour un bâtiment sur chaque commune. D'accord, donc sur les 28 communes. Sur les 28 communes, nous avons fait le choix de financer, à travers les compétences d'un bureau d'études, un accompagnement sur l'étude de faisabilité d'un bâtiment sur chaque commune. Donc, par exemple, une petite commune à autant de droits, Aix-les-Bains ou le Bourget-du-Lac. Exactement. On est parti sur un bâtiment par commune. Le but était là aussi de mettre le pied à l'étrier et de montrer que finalement, cette démarche, elle peut s'engager. Et qu'elle concerne tout le monde. Et voilà. Et de rendre un peu cet élan collectif. Sans ça, on a aussi depuis 3 ans. Je vous coupe. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de bâtiments dans les communes ça qui vont être par exemple, la toiture d'une salle polyvalente, la toiture de la mairie, d'une école, des bâtiments des services techniques. Chindrieux, ça va être quoi, par exemple? Est-ce que vous avez Chindrieux, on travaille sur le bâtiment des services techniques. D'accord. Voilà, qui est bien situé par rapport à son inclinaison, par rapport à la captation du soleil. Et on s'est dit qu'effectivement, c'est celle-ci qui pourrait être la mieux. On a une grande superficie sur la salle polyvalente, sauf que la salle polyvalente, il se pose des questions de charge, de structure, de capacité à soutenir l'ensemble des panneaux. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on mette en œuvre une étude intermédiaire. Et là aussi, Grand Lac va être dans l'accompagnement pour voir comment cette étude de structure peut être facilitée pour ne pas travailler que sur un bâtiment, mais sur plusieurs bâtiments. L'idée est vraiment de se donner cet élan collectif. Voilà. Et c'est vrai que pour nos communes, on a aussi, depuis 3 ans maintenant, lancé un programme qui consiste à prendre en charge le reste à charge du financement de ce qu'on appelle les conseillers en énergie partagée. D'accord. Qui sont, pour le territoire savoyard, en tous les cas, portés par le SDES, le syndicat départemental d'énergie de la Savoie, qui d'ailleurs en finance d'électricité. Voilà. Et qui, depuis maintenant quelques années, déploie aussi son énergie sur les autres énergies. Voilà. Et donc, c'est lui qui porte ces conseillers en énergie partagée, qui sont des chargés de mission, qui viennent dans les collectivités accompagner les élus et les techniciens sur comment faire mieux. Et où est-ce qu'il faut travailler pour améliorer nos consommations énergétiques, comment on peut tendre vers la sobriété énergétique. Et donc, ce service a un coût. Et pour les communes de l'agglomération Grand Lac,
la communauté de communes prend en charge le reste à charge de ce coût à financer auprès du SDES. D'accord. Ce qui permet là aussi, pour des communes qui pourraient avoir des choix financiers à faire, de dire du coup ça permet d'y aller et d'avoir au moins les bons conseils. Oui, tout à fait. Exactement. En plus, voilà, donc là on est vraiment sur l'accompagnement technique de nos collectivités puisqu'on pense qu'il faut qu'elles soient elles aussi exemplaires. Et puis bien évidemment un accompagnement technique auprès des particuliers avec la mise en place de la plateforme de rénovation énergétique. C'est le service public de l'énergie. C'est un service public qui est porté par la région. À l'échelle de notre département savoyard, c'est le département qui s'est proposé pour être l'interlocuteur de la région au nom de l'ensemble de ses territoires. D'accord. Et si vous voulez, il a mis en place un premier niveau de conseil à travers cette plateforme territoriale de rénovation énergétique où n'importe quel savoyard qui appelle va arriver vers ce premier niveau de conseil qui est porté d'ailleurs par l'ASDER. On a des compétences à l'ASDER. Association départementale des énergies renouvelables. C'est ça, voilà. C'est le pôle énergie qui est en mesure d'apporter tous les renseignements dont on a besoin pour savoir comment est-ce qu'on change un mode de chauffage, comment est-ce qu'on isole son habitation, etc., etc. Et les conseils sont gratuits là aussi. Oui. Donc, rien n'est jamais gratuit. Rien, oui, tout à fait. Mais permettez-moi de le dire comme ça. Par contre, effectivement, c'est une démarche qui est gratuite pour l'individu qui cherche le conseil, puisqu'il est pris en charge, ce conseil, par les collectivités, par les collectivités et la région et l'État. D'accord. Voilà. Donc, à travers ce premier niveau de conseil donc départemental, derrière, on arrive sur un deuxième niveau pour aller plus loin, pour accompagner les particuliers vraiment de bout en bout jusqu'à ce que leur projet se concrétise. Et là, c'est Grand Lac. C'est-à-dire que ce sont les moyens, là aussi financiers et techniques, que met en œuvre Grand Lac pour pouvoir accompagner nos concitoyens dans leur démarche de rénovation thermique de leur bâtiment, à travers l'ASDER associé à un bureau d'études urbanisme qui est notre assistant à maîtrise d'ouvrage pour accompagner nos particuliers. Maintenant, vous qui êtes maire et qui donc menez des actions concrètes dans une commune, dans chaque politique publique, il y a quand même cette sensibilisation maintenant au solaire, aux énergies renouvelables. Maintenant. Complètement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien ne se fait de toute façon dans les politiques publiques sans vérifier l'impact environnemental au regard du développement durable, et ça c'est c'est un réflexe que tout élu a aujourd'hui. Que tout élu et que tout particulier devrait avoir. Je pense que de plus en plus de particuliers sont bien conscients de la nécessité de s'y pencher. C'est pour ça d'ailleurs aussi que dans le cadre de cet accompagnement auprès des particuliers, on a initié des rencontres solaires. J'allais y venir. Et voilà, qui nous permettent effectivement, alors on en a initié une première en Chautagne qui a bien fonctionné puisqu'on a plus de 80 personnes qui sont venues à notre rencontre, et on a mis en œuvre, si vous voulez, un ensemble d'échanges sous format d'ateliers, des rencontres qui ont été animées par l'INES, Institut National d'énergie solaire, INES PFE, de la plateforme formation qui a permis effectivement, on va dire, de travailler sur les idées reçues. Parce que sur le solaire, sur le photovoltaïque, on a encore beaucoup d'idées reçues. Ça coûte cher, c'est pas fait là, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ou techniquement, c'est pas encore. Ou c'est pas au point. Ou même, qu'est-ce qu'on fait après pour reconditionner tout ça. Enfin voilà. Donc il y a quand même beaucoup de sujets, de questions sur lesquels c'était important de se poser et de dire la vérité. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant pour nos concitoyens d'avoir ce type d'informations. Et puis bien sûr, l'ASDER et Grand Lac étaient présents également pour techniquement répondre aux questions de ces personnes. Et donc on va poursuivre ce type de rencontres, d'abord d'une part dans les autres territoires de l'agglomération, puisque on a vu que il y avait une certaine demande de la part de nos concitoyens. Et puis on souhaite également organiser des formats salons, pour permettre aux habitants de rencontrer directement les acteurs, les techniciens, les artisans, les sachants, qui peuvent être à leur disposition pour mettre en œuvre tout ça. Vous voyez, donc ça, c'est du technique. Oui, tout à fait. Ça ne veut pas dire que ça ne coûte pas,
mais c'est du technique que l'on met à disposition de nos publics, de nos différents publics. Quand on entend parler de l'ASDER et des actions qui sont menées, de l'INES qui est dans notre département, quand on est vice-président du département en charge de l'énergie et du climat, on doit être heureuse parce que finalement on a un département de pointe. Oui, alors c'est vrai que le département de la Savoie a toujours été très proactif sur la question du depuis solaire. Michel Barnier notamment, bien sûr. Exactement, Jean-Pierre Vial qui a beaucoup travaillé aussi sur l'implantation de ces questions-là sur Technolac, entre autres. Et effectivement, on est relativement à la pointe. Et aujourd'hui, Dieu seul sait si c'est important et nécessaire. D'ailleurs, j'ai entendu ce matin que les questions concernant le solaire, les déploiements financiers concernant le solaire allaient dépasser les déploiements concernant le pétrole en 2023. Donc, ça veut bien dire qu'aujourd'hui, on sait là où il faut mettre les moyens. Je voulais qu'on parle un petit mot sur le critère de 32% d'énergie renouvelable dans les PLUI. Alors les PLUI, les plans locaux d'urbanisme et intercommunaux, puisque maintenant, ils sont gérés par Grand Lac pour les communes. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Ça, je dirais que c'est le petit côté réglementaire que pour l'on peut prendre, des décisions que l'on peut prendre, que les élus peuvent prendre et assumer à l'échelle de nos plans locaux d'urbanisme, puisque effectivement, aujourd'hui, les 3 PLUI portés sur le territoire intègrent un critère de 32% d'énergie renouvelable dans l'ensemble des constructions neuves dès la première construction. Et ça a aussi comme objectif de massifier le développement des ENR dans le neuf. Donc, pour les constructions privées neuves, puisque jusqu'à maintenant, tous les conseils que que j'ai évoqués, et puis on parlera aussi des aides financières, concernent la réhabilitation du patrimoine bâti. Et aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que sur les bâtiments neufs, sur le parc immobilier futur, il faut aussi, et on peut, à travers les PLUI, imposer des décisions qui consistent à dire il faut que votre mode de chauffage, votre organisation générale de votre construction neuve puisse produire au moins 32% d'énergie renouvelable sur l'ensemble de la production énergétique. D'accord, donc ça c'est inscrit dans les PLUI. C'est inscrit dans les PLUI. Et même ce critère doit passer à 50% au bout de 5 ans après la première signature, l'approbation du PLUI. D'accord, donc vraiment des incitations. On est aussi très proactif là-dessus. On incite et en même temps on donne aussi les conseils. Donc c'est là, un suivi total. On est sur une incitation réglementaire. La prime chaleur renouvelable. Oui, alors là c'est le volet. Puisqu'il ne fait pas très chaud. Vous me disiez qu'en Chautagne ce matin il y avait 14 degrés. Oui. C'est vrai que ce mois de mai. Le lac, il n'est pas encore bien chaud alors ? Peut-être qu'il ne s'est pas suffisamment refroidi. Donc, on va dire que l'un dans l'autre, il doit être à son niveau. Là, on est plutôt sur le côté financier, aide financière de notre agglomération. La prime chaleur renouvelable, elle permet en fait d'accompagner et de financer à la fois les études et les investissements sur tout projet de chaleur renouvelable de toute taille, à la fois sur le territoire du Grand Lac et sur le territoire du syndicat mixte de l'Avant-Pays Savoyard, puisque nous avons fait le choix utile de s'associer Grand Lac et l'Avant-Pays pour, on va dire, massifier là aussi le déploiement de cette prime chaleur renouvelable. Alors c'est un financement qui vient de l'ADEME. D'accord, là encore un troisième là. Ouais, alors là on est sur l'agence nationale des énergies et qui finalement permet de financer des projets, qu'ils soient petits, moyens ou grands, qui n'auraient pas pu rentrer dans des lignes de financement sans être collectivement portés. Et là, ça ne concerne pas les particuliers par contre. Ça concerne tout ce qui peut avoir un numéro de SIRET. Pour faire simple, c'est-à-dire les entreprises, les associations, les collectivités, voilà. On n'est pas sur les particuliers. Sur les particuliers, j'y reviendrai après. Cette prime chaleur renouvelable, elle permet de financer tout projet porté qui apporte autour de la chaleur renouvelable. Donc, le solaire thermique,
la géothermie, Ouais. le bois énergie, la biomasse, les réseaux de chaleur, Ouais. évidemment, peuvent tout projet de modifier finalement un système de chauffage, de chaleur à travers ce type d'énergie renouvelable peut abonder à la prime chaleur renouvelable. Donc là, j'incite vraiment toute personne qui aurait un projet tout professionnel, privé ou public, qui aurait un projet en ce sens, de contacter Maxime Pirot, qui est notre chargé de mission Très bien. à Grand Lac, en charge de ce type de projet. D'accord, donc il suffit de téléphoner à Grand Lac et de demander Maxime Pirot. Maxime Pirot. Voilà, sur 3 ans, on a quand même un projet d'aller jusqu'à 7 gigawattheures de production d'énergie renouvelable à travers ce déploiement. Et ça pourrait nous apporter au territoire jusqu'à 4,5 millions d'euros d'aide pour 10 millions d'euros d'investissement. D'accord, oui. Donc on est quand même sur des niveaux de financement, d'aide, de subvention relativement élevés. J'ai envie de vous dire, avant de faire la première pause musicale, que sur Grand Lac, Madame la vice-présidente, si un habitant ou une collectivité n'est pas équipé en ENR, en énergie renouvelable, c'est inexcusable presque. Parce que il y a tout au niveau de l'agglo pour aider, pour conseiller, pour accompagner, pour solutionner. Alors c'est vrai, et un des éléments les plus importants qu'on n'a pas encore évoqué, c'est l'opération Je rénove Grand Lac, qui cette fois-ci s'adresse aux particuliers pour les aider financièrement dans ce déploiement. Aujourd'hui, dans le PPI, le plan pluriannuel d'investissement de notre agglomération, on réserve 4 millions d'euros d'aide pour aider à financer la rénovation thermique de plus de 1000 logements. Donc on est prêt à ce financement qui est un financement qui vient finalement en complément des aides nationales et départementales qui existent déjà à travers l'ANA, bien sûr. etc. D'accord, donc là c'est un gros morceau. Et là il faut bien s'y prendre en amont, je pense. Quand on a un projet, il faut taper à toutes les portes avant. Il faut contacter l'ASDR qui saura justement faire en sorte de servir, on va dire, de guichet unique. C'est pas tout à fait le bon terme, mais en tous les cas, eux, ils savent comment récupérer les subventions des uns et des autres, et notamment additionner les subventions portées par notre agglomération dans le cadre du programme Je rénove Grand Lac aux autres subventions. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce premier exposé sur l'environnement, sur le climat, sur la transition écologique et énergétique. On va marquer une pause et je crois que ma complice et amie Sandra a prévu à nouveau un hommage à Tina Turner. Donc voilà, on attend quelques petites secondes qu'elle finisse de caler tout ça et puis on se retrouve après. Je vous rappelle qu'à 12h05, après le Flash Info de Maxime, on aura la première émission de On passe à l'action, une nouvelle émission sur Radio Grand Lac, la 33e. Figurez-vous, avec Fabien Giroux, qui est banquier et qui va faire cette émission une fois tous les 15 jours pour vous aider à valoriser votre patrimoine et créer de la richesse avec celui-ci. La première, c'est tout à l'heure à 12h05. On envoie la pause musicale, un nouvel hommage à Tina Turner et on se retrouve après avec notre Tina Turner à nous, avec Marie-Claire Barbier, vice-présidente du département et vice-présidente ce matin de Grand Lac. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Parlons du territoire, le journal d'info de l'Agglo Grand Lac sur Radio Grand Lac. À 11h28, toujours en direct, en ce jeudi matin, de retour avec Parlons du territoire, l'émission, le journal d'info même de l'Agglo Grand Lac, en partenariat donc avec la communauté d'agglomération aux 28 communes et aux 80 000 habitants. Toujours avec Marie-Claire Barbier, vice-présidente en charge de l'environnement, du climat, de la transition énergétique et du lac. Marie-Claire Barbier, juste avant la pause, je disais d'une manière un petit peu drôle que vous étiez un peu notre Tina Turner nous ce matin. On en a parlé un petit peu en off. Un petit mot, une petite réaction sur le décès de cette immense artiste que vous appréciez beaucoup. Oui, effectivement, c'était une grande dame, une de ces figures de la musique internationale, et puis une femme de caractère qui avait aussi... Qui a beaucoup souffert aussi. Qui a eu une vie compliquée, mais parfois ça forge le caractère, n'est-ce pas ? Et je pense qu'on le retrouvait dans sa gestuelle, dans sa force, dans sa hargne, dans ses
Dans ses postures, voilà, tout à fait. Et dans ses chansons aussi. Dans ses chansons. Dans ses chansons. Marie-Claire Barbier, on a parlé donc dans une première partie d'énergie renouvelable, on a parlé de solaire, on a parlé de photovoltaïque, et maintenant on va parler d'un dossier important mené par Grand Lac aussi, c'est la candidature au titre de réserve de biosphère auprès de l'UNESCO. Alors, l'UNESCO, on sait tous que c'est une division de l'ONU, qui se situe à Paris. Et qu'est-ce que c'est que cette candidature au titre de réserve de biosphère ? En fait, Man and Biosphère, puisqu'il faut, si on le nomme de manière internationale, mais je crois que c'était en patois savoyard. Je vais préférer dire Homme et Biosphère, puisque c'est effectivement le sujet. C'est en effet un programme scientifique qui a pour objectif d'associer la protection de la nature au développement des populations et des économies locales. En fait, la question, c'est comment on concilie le développement des activités humaines dans un environnement qu'on veut préserver. Qu'on veut préserver, tout à fait. Et sur notre territoire, on a un environnement qui est un véritable écrin. Tout le monde en est conscient. Bien sûr. Et donc, on a aussi un territoire qui est très attractif sur le plan économique, sur le plan touristique. Et aujourd'hui, on souhaite tous marier, croiser les enjeux à la fois de maintien de ce patrimoine environnemental et le conjuguer avec la façon dont l'être humain, a aussi besoin de se développer à l'intérieur de cette école. Alors, concrètement, ça se passe comment ? Comment est-ce qu'on peut concilier le développement économique, le développement de la population, le développement des activités qui peuvent parfois porter préjudice à l'environnement et concilier justement avec la préservation de notre environnement ? C'est d'abord être conscient de ce que c'est qu'une biosphère. Parce que finalement, la biosphère, c'est quoi ? C'est le monde du vivant. D'accord. C'est le monde des vivants, c'est le monde des organismes vivants et de leur milieu de vie. Et donc, aujourd'hui, à l'intérieur de ce monde du vivant, il y a l'être humain. Oui. Et on ne peut pas nier l'interdépendance qu'il y a entre l'ensemble de ces écosystèmes, ce monde du vivant, et la place de l'être humain dans cet ensemble. Bien sûr. Donc, l'humain est là, l'environnement est là. Il faut que tout se passe bien entre eux, quoi. En fait, l'humain fait partie de cette biosphère et aujourd'hui, tout est interdépendant. Donc, on a tout intérêt à préserver cet espace du monde du vivant dans lequel on est. Tout à fait. Alors comment ça se passe une candidature auprès de l'UNESCO ? Le fait d'être dans une réserve de biosphère, c'est avoir des outils importants, 4 outils majeurs, que sont la concertation, les recherches scientifiques, et puis la sensibilisation à l'environnement et l'éducation au développement durable. D'accord. Et tout ça va se construire à l'intérieur d'un plan de gestion. Et je devrais dire, tout ça va se co-construire. Puisque l'objectif, c'est bien de pouvoir travailler, réfléchir collectivement entre les habitants, les associations, le monde économique, les chercheurs, les élus autour de projets et la population. Concrets, les habitants. Les habitants. L'ensemble de nos habitants. Chacun a sa pierre à mener pour cette candidature. Exactement. Pour pouvoir effectivement travailler autour de projets concrets qui visent à préserver notre cadre de vie exceptionnel et tout en maintenant, valorisant à la fois notre économie et notre culture locale qui est extrêmement importante pour tous. Donc, il y a des constats de faits, il y a des exemples qui sont pris. C'est un dossier qui fait combien de pages ? Non, je plaisante là. Bien sûr, mais voilà. Alors, ça marche comment ? Effectivement, il y a. C'est un dossier important. C'est une démarche de longue haleine, finalement. Est-ce qu'il y a d'autres exemples en France ? Alors, il y en a 16. Il y en a 16 en France. Par contre, nous serions la première adossée à un lac.
C'est un lac, Un d'accord. lac naturel, oui. D'accord. Qui en plus est le plus grand de France et puis pour nous le plus beau. Il est pas que pour nous. Pas que pour... Le plus profond aussi. Ça, par contre, oui, c'est vrai, tout à fait. oui, c'est vrai. 147 mètres entre la baie de Grésines et l'abbaye d'Hautecombe. Tout à fait. Alors, il n'y a que 16 réserves de biosphère en France, alors qu'on en dénombre 738 dans le monde. Donc Ouais, ça d'accord. veut dire que c'est un sujet qui appelle à se développer sur le territoire français. Il y a quand même un élément qui est extrêmement important, c'est que ce n'est pas un sujet qui impose une réglementation supplémentaire. On a déjà sur notre territoire des réglementations de préservation de l'environnement qui ont été instaurées par l'État français. Il ne s'agit pas d'en rajouter. On Bien est sûr. vraiment sur la tout à fait, co-construction. Voilà, il n'y a pas de réglementation en plus. Hein. Non. Et donc, on prévoit de déposer notre candidature en septembre 2024. Mais avant le dépôt de cette candidature, il y aura différentes phases. Le zonage de la future réserve de biosphère qui doit se découper en différents espaces. Les espaces qui sont protégés et sur lesquels il ne peut pas y avoir d'impact. Et puis, au-delà, des espaces sur lesquels l'impact de l'activité humaine doit être en relation avec le besoin environnemental de protection. Et puis, les espaces dans lesquels, on ne va pas dire qu'on est libre, puisque c'est quand même un état d'esprit, finalement. Tout à fait, mais qui offre un peu plus de possibilités de développement économique. Qui permettent un développement économique en harmonie avec cette façon qu'on veut de voir notre territoire à long terme. D'accord, donc ça se passe comme ça. Donc dépôt de la candidature en septembre 2024. Donc tout ce zonage, le temps de la concertation avec l'ensemble des acteurs. Est-ce qu'il y aura des présentations? Est-ce que le public va être associé à ça? Mais complètement. Il va y avoir des phases de concertation pour lesquelles on va largement communiquer, puisqu'on a besoin justement. Il est nécessaire d'emmener tout le monde dans cette démarche. C'est très clair. Et donc, à terme, l'identification des grandes orientations de ce plan de gestion qui sera porté pour 10 ans, et puis une validation par les 28 communes de Grand Lac pour, on va dire, lancer la candidature. Et donc, la candidature est déposée auprès de l'UNESCO. Et après... qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les services de l'UNESCO viennent sur place, viennent tout voir? Il y aura effectivement un second temps où on aura certainement de nombreux échanges avec notamment les services de l'UNESCO France, MAB France, Man and Biosphère France, pour vérifier la compatibilité de notre projet avec ce que l'UNESCO porte. Voilà. Ils ne viennent pas avant pour vous dire, oui, vous pouvez poser une candidature ou non, ce n'est pas la peine, vous n'avez aucune chance. Disons que le jour où on posera notre candidature, elle devrait être conforme, elle devra être conforme avec les grands enjeux que porte l'UNESCO à travers ses réserves de biosphère. D'accord. Et le groupe MAB France va nous aider, va nous accompagner pour s'assurer qu'on est dans la bonne démarche. Et ça prend combien de temps entre le dépôt de la candidature et la décision de l'UNESCO? Plusieurs mois. Voilà, donc ça peut être plus ou moins long. Alors, on va faire un petit peu de politique fiction. On imagine donc que la candidature a été posée et qu'elle est acceptée. Un matin, on apprend que l'UNESCO a classé le territoire du lac du Bourget en Man and... Homme et biosphère. Voilà. Homme et disons-le à la biosphère, française. Tout à fait. Quelles vont être les conséquences après? Donc, il n'y aura pas de réglementation supplémentaire, ni pour la population, ni pour les professionnels, ni pour les collectivités. Quelles vont être les conséquences? Eh bien, est-ce que c'est un coup de com'? Non, parce que derrière, ça veut dire que
on aura un engagement moral Bien sûr, d'accord. vis-à-vis de l'UNESCO sur la façon dont on va traiter notre territoire. D'accord, voilà, tout En à fait, ça veut dire que chaque projet qui sera porté sur notre agglomération devra être conforme à ces grands objectifs, à ces grandes lignes qu'on se sera tracé comme étant la façon dont on souhaite que notre développement, le développement de l'homme se fasse en harmonie avec notre territoire. C'est une ligne de conduite un peu. C'est une ligne de Une conduite. ligne de force, comme dirait le président Guémard. Exactement. D'accord, Ligne de ok. force. Donc voilà, et c'est pour donc tout le territoire de Grand Lac, les 28 communes. Alors oui, parce que nous souhaitons porter cette candidature à l'échelle de l'agglomération Grand Lac. Voilà. Parce que ça nous permet aussi d'avoir une instance institutionnelle assez dynamique qui peut avancer facilement sur ces grands enjeux vers lesquels on souhaite aller ensemble. D'accord. Je rappelle aussi, et c'est pour ça que en début de notre petit échange, j'insistais un peu là-dessus. Bien sûr que cette candidature, elle est portée autour de notre territoire, dont le lac est central. Mais je voudrais redire que sur notre territoire, on a quand même plus de 40% de l'espace qui est composé de forêts, Bien sûr. de prairies, de lacs certes, mais de rivières, de zones humides, Oui. de coteaux, d'espaces paysagers qui ont Bien besoin sûr. aussi oui. d'être préservés à travers une agriculture forte et nécessaire. Donc on a vraiment de quoi faire sur la façon dont on veut que ce développement-là se poursuive harmonieusement par rapport à notre écrin. J'aime bien ce terme d'écrin parce que je crois que c'est vraiment celui qui, c'est vrai. On aura traduit donc notre territoire. on aura donc le temps de reparler de cette candidature au titre de réserve de biosphère homme et biosphère. Je voudrais, avant qu'on termine, qu'on dise un mot du lac. Oui, vous voulez encore dire un... Oui, sur la candidature, je voudrais quand même évoquer la date du 12 juin prochain. Oh, mais c'est vite là, ça. Oui, puisque c'est le temps officiel qui va nous permettre de lancer notre candidature, donc de communiquer sur notre volonté de lancement. Et donc, ça va se passer au Centre des Congrès d'Aix-les-Bains, de 17h à 19h, avec un petit programme qui consiste justement à travailler sur mieux comprendre quels sont les enjeux d'une réserve de biosphère, et puis quand même s'apercevoir qu'on ne part pas de rien, qu'on a des atouts, des richesses sur notre territoire. Et c'est ça aussi que je voudrais quand même dire, c'est que cette candidature, c'est aussi la façon de mettre en avant l'ensemble des efforts qui ont déjà été engagés sur notre territoire en matière d'amélioration du développement en matière de développement durable. Voilà, donc retenez bien le 12 juin. À quelle heure ? À partir de 17h, au Centre des Congrès, on vous dit tout. Merci Marie-Claire Barbier. Eh ben justement, on va parler de l'écrin, vraiment donc avec le lac du Bourget, ce lac que vous connaissez bien. Vous avez aussi des fonctions au niveau du Cisalbe. Oui, tout à fait. Comment se porte notre lac ? Alors, il se porte pas trop mal sur le plan sanitaire. Il a retrouvé, grâce à toutes ces mesures qui ont été mises en œuvre de dépollution depuis des décennies, plus récemment encore au niveau du port du Tillet, etc. On a quand même réussi sur ce plan-là à rendre notre lac en bonne santé. Oui. Il se porte un peu moins bien sur certains enjeux avec le développement notamment de cette moule Kaga qui nous empoisonne, comme au sens figuré du terme, évidemment, qui fait partie de ces nombreuses espèces envahissantes qui viennent contrarier cette biosphère
lacustre sur laquelle finalement on n'avait pas besoin de ça, ni sur le plan du développement et de l'installation d'une espèce qui vient contrarier les espèces autochtones, d'une part sur le plan environnemental, ni d'ailleurs sur le plan de la prise d'eau, puisque je rappelle que le lac du Bourget est aussi notre plus grande réserve d'eau potable sur notre territoire. Bien sûr. Mais voilà, ça fait partie des enjeux sur lesquels il faut qu'on travaille. On a évidemment la question du développement des poissons et notamment du lavaret, dont on sait qu'aujourd'hui le lavaret il met beaucoup plus le poisson du lac. Le poisson du lac qui met beaucoup plus de temps à grandir. Plutôt à grossir. Il grandit, mais il grossit pas. Oui, tout à fait. Donc là, c'est lié à plusieurs problématiques. Certes, on parle du fait que le lac est plus propre, donc peut-être qu'il y a moins d'alimentation pour lui, mais l'évolution climatique aussi des choses pose quand même question, puisque dans l'alimentation notamment du lavaret, entre phytoplancton, zooplancton, on observe depuis quelques années un décalage dans le temps, et on se rend compte que ce décalage, du coup, il pèse sur la capacité du lavaret comme d'autres poissons, mais particulièrement du lavaret, à profiter au bon moment, en temps voulu. Ce qui fait qu'on trouve moins de lavaret dans les restaurants autour du lac. C'est ça, alors que on n'a jamais eu autant de lavaret dans le lac. Et on nous met de l'affaire à la place qui n'a rien à voir. Voilà. Disons que c'est le cousin. C'est le cousin. Voilà, c'est le cousin. Marie-Claire Barbier, notre lac du Bourget attire beaucoup de monde, beaucoup de touristes, et on les comprend bien sûr. Donc c'est bientôt la saison touristique qui commence. Ça démarre pas très bien avec la météo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, notamment sur le secteur de la Chautagne, avec le site de Châtillon, avec Conjus, avec Chana aussi, vous qui êtes conseillère départementale de ce territoire? Oui, alors effectivement, c'est ce qu'on se disait. La météo du mois de mai n'a pas été très favorable au monde touristique. C'est ainsi, ça sera pas la première fois. Oui. Ça nous est arrivé déjà à plusieurs reprises. Très souvent. On sent que après il y a un rattrapage qui se fait quand le beau temps arrive, enfin au mois de juin, voire au mois de juillet. Pour le moment, c'est vrai que c'est un petit peu creux. On sait par contre que quand notre beau territoire attire du monde, et on a parfois un peu trop de monde. Je sais pas si je dois le dire comme ça, mais en tous les cas, on sait au niveau des élus aujourd'hui qu'il faut qu'on travaille sur la façon dont on peut amener nos visiteurs à découvrir d'autres secteurs de nos beaux territoires, puisqu'on a certains sites phares qui finalement accueille beaucoup trop de monde à certains moments de l'année, ce qui pose des problèmes de mobilité, de circulation. Voilà, ça fait partie des enjeux sur lesquels nos propres habitants nous ont fait remonter des inquiétudes ces 2-3 dernières années sur cette fréquentation trop forte parfois sur certains moments de l'année, sur laquelle il faut vraiment qu'on réfléchisse. Marie-Claire Barbier, merci pour toutes ces informations. On va finir avec les questions un peu plus personnelles, comme à chaque fois. Vous êtes maire de Chandrieux depuis 2009. Vous avez pris d'ailleurs la mairie dans des circonstances un petit peu spéciales, puisque votre prédécesseur est décédé en cours de mandat. Oui, j'étais son adjointe, et c'est comme ça que je suis devenue maire, mais effectivement, ça a été son adjointe, donc voilà, on vous a mis le pied à l'étrier très vite. Ouais. Vous êtes élu au département, vous êtes élu à Grand Lac, toujours la même passion pour cette vie publique? Oui, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Je suis issue d'un investissement fort dans le monde associatif. Je pense que c'est comme ça qu'on est venu me solliciter et que j'ai dit oui. Et à chaque fois, j'ai dit oui. Et c'est une façon de continuer un investissement pour la collectivité. Entre la fonction de maire de Chandrieux, on le rappelle, il y a combien d'habitants à Chandrieux? 1400 à peu près. On a été recensé cette année, on n'a pas encore les résultats. On aura les chiffres prochainement. Entre donc la fonction de maire, la fonction à l'agglo et la fonction département, quelle est celle où vous vous épanouissez le mieux, celle que vous préférez presque, s'il y en a une?
Elles sont différentes, mais en même temps, elles sont au niveau très des thèmes, elles sont complémentaires. Bien sûr. Alors le fait qu'elles soient complémentaires au niveau des thématiques et des délégations qui m'ont été confiées, c'est quelque chose qui est très intéressant puisque finalement là aussi je peux un peu massifier mon action sur les territoires à ces différents niveaux, que ce soit départemental ou local. La fonction de maire reste quelque chose d'important, même si c'est vrai que comme nombreux de mes collègues, je trouve qu'aujourd'hui c'est compliqué parce que on porte des enjeux collectifs. C'est l'intérêt collectif qui doit prédominer. Il est souvent pas du tout en phase avec la somme des intérêts privés. On dit plus souvent non que oui. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à admettre pour nos administrés dans cette société hyper réactive dans laquelle on vit maintenant. On veut tout de suite et que ce soit oui, bien sûr. On veut tout de suite et que ça soit oui. Et puis, le maire, il doit aussi porter finalement les politiques publiques décidées aux différents échelons, y compris à l'échelon national. Donc, c'est lui qui est un petit peu la tête à claque vers lequel on se retourne quand ça va pas. Justement, c'est un sujet qui est pas évident à... Qu'est-ce que vous pensez de vos collègues maires qui ont des menaces et même qui ont des dégradations, une maison qui brûle, une voiture qui brûle, même pire que ça, je n'ose le dire. Ça vous effraie pas? Si, ça m'effraie, évidemment, parce que toutes ces personnes, ce sont d'abord aussi des citoyens tout à fait. Qui ont juste proposé, choisi, été sollicités pour porter justement ces démarches collectives. Une fois de plus, quand on porte des démarches collectives, elles peuvent être contrariantes pour un certain nombre d'entre nous parce qu'elles vont pas dans le bon sens, mais il n'empêche qu'elles sont portées collectivement et c'est juste incroyable cette façon dont cette hyper réaction s'est banalisée aujourd'hui. La violence, même envers les élus, quoi. Mais banalisée, on a l'impression, à chaque fois, on s'interpelle sur là-dessus, mais il n'empêche que c'est devenu banal. Vous trouvez que depuis 2009, la situation s'est aggravée, quoi? Oh oui, moi je l'ai beaucoup ressenti. Ouais, c'est devenu extrêmement. Depuis 4 ou 5 ans, c'est quelque chose qui, je vous dis, qui s'est banalisé. C'est ça surtout qui fait le plus mal. Marie-Claire Barbier, la dernière question, la question RGL. Vous êtes très prise en tant qu'élue avec tous ces mandats. Je pense que les journées démarrent tôt le matin et terminent tard le soir. Les week-ends libres sont rares. À quoi vous carburez pour être tout le temps aussi en forme? Quelles sont vos passions en dehors de cette vie d'élu? Quels sont vos hobbies, vos moyens de vous évader? J'espère que vous ne vous attendez pas à ce que je vous dise que je carbure au vin de Chautagne. Je ne m'attendais pas à ça, à consommer avec modération. Exactement, bien sûr, mais bien sûr, exactement. C'est pour ça que je dis avec beaucoup de sourire. J'aime beaucoup, vu qu'effectivement je trotte beaucoup à droite à gauche, j'aime bien pouvoir me retrouver chez moi avec mon époux, avec mes enfants, pour des petits temps tranquilles en famille. Les enfants qui sont grands maintenant. Oui, ils sont grands, mais justement, c'est raison de plus quand on arrive à se programmer des petits moments où on se retrouve tous. J'aime beaucoup, j'aime bien le jardinage. Voilà. Et puis parfois une petite sortie le soir dans des restaurants au bord du lac sur la commune de Chandrieux. Exactement. Ces petits moments tranquilles où je suis juste moi, ça, c'est agréable avec mes proches. Et puis parfois sur le lac même. Ah oui, c'est vrai qu'on a l'occasion aussi de temps à autre de profiter d'un petit pique-nique sur le lac. Voilà, c'est ces petits moments-là où j'ai l'impression que je ne fais rien. Mais je fais beaucoup de choses différentes, mais dans ma tête, c'est ces petits moments sympathiques qui sont agréables. Merci Marie-Claire Barbier, vice-présidente de Grand Lac en charge de l'environnement, du climat, de la transition énergétique et de ce lac qui coule un peu dans ses veines aussi.
puisqu'elle habite au bord du lac. Elle habite dans une commune qui est au bord du lac. Elle connaît le lac par cœur et qui était notre invitée ce matin. Dans quelques minutes, c'est la première de On passe à l'action avec Fabien Giroux, notre banquier qui est dans les starting blocks, qui est en coulisses là et qui se prépare pour cette première émission où il va nous parler comment valoriser son patrimoine pour créer de la richesse. On va l'accompagner un peu avec ma complice et amie Sandra. On va vous le présenter. C'est à 12h05, 12h06, juste après le flash info de Maxime. Et ce soir à 17h, ce sera encore le lac qui sera là puisque ce seront les murmures du lac avec Romain et notre partenaire, le groupe RDIMO. Donc les murmures du lac, on parle d'immobilier, on parle de patrimoine, on parle de culture. Donc c'est tout à l'heure à 17h. Marie-Claire Barbier, merci beaucoup encore pour votre venue ce matin. Merci dans nos studios en direct et on vous souhaite plein de bonnes choses, notamment pour cette candidature au titre de réserve de biosphère à l'UNESCO Hommes et Biosphère. Bon appétit à celles et ceux qui passent à table et on se retrouve dans quelques minutes avec Fabien Giroux.